Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière partie de cette édition des Assises du logement. Alors donc cette dernière conférence, elle va porter sur un thème qui s'appelle Concilier habitants, collectivités et opérateurs pour la sobriété foncière. Comment le logement peut concourir aux objectifs de développement durable. Pauline Polgar, la directrice de la rédaction, nous a rejoint. Oui, bonjour, je suis désolée de mon retard. J'arrive à l'instant, je crois que vous venez de Parfait. commencer. Non. Tout juste. Tout juste. Donc, merci à tous donc, pour ce dernier live avec cette conférence conclusive. Voilà, c'est comme en direct, finalement, on arrive à prendre un petit peu de retard, toujours. Bon, ça reste que quelques minutes. Donc, je te redonne la parole, Jessica. Merci pour ce dernier sujet passionnant, concilier habitants, collectivités et opérateurs pour la sobriété foncière. Et donc, je vous laisse tous les trois et je ne réinterviendrai qu'à la fin. Merci Pauline. Alors donc effectivement, donc au terme de cette journée, on va aborder cette dernière thématique avec notamment présente pour cette conférence donc en version numérique Valérie Flicoteau, qui est vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi avec nous François Rieusec, président de l'Union nationale des aménageurs. Bonjour. Bonjour. Et devrait nous rejoindre Hélène Romano, qui est directrice générale du pôle résidentiel de Nexity. Alors, pour vous qui nous écoutez aussi, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas. En fait, nous prendrons sans doute quelques questions à la fin de la session. Mais alors, on va démarrer tout de suite. Et pour commencer, on va replacer un petit peu le contexte dans lequel on est actuellement, qui est quand même, on peut le dire, particulier. Alors, avec la crise Covid, les confinements, le télétravail, les besoins, les envies en matière de logement qui semblent s'exprimer de manière plus forte, quelles sont peut-être, pour commencer, les tendances que vous observez les uns les autres et celles qui semblent s'accélérer? Je vais peut-être commencer avec vous, François Rieusec. Oui, avec plaisir. Écoutez, les tendances, je crois elles ont été exprimées de façon récurrente par la presse depuis 1 an et demi. La tendance, c'est une volonté des habitants, d'une part, à avoir de l'extérieur, une qualité environnementale, une proximité, mais aussi de la relation sociale, je crois que c'est un besoin de reconnaissance, de partage, et puis de l'extérieur et de l'espace, de la surface. Voilà. Alors, il y a aussi une remise en cause, je dirais, d'un modèle du tout collectif, hyper métropole, hyper centre, concentré, voilà, pour prendre des mots un peu agressifs, puisque c'est comme ça que les gens le ressentent. Et donc, il y a une demande forte qui revient. Je dirais que ce qui est nouveau, c'est pas un retour à la maison, c'est plutôt qu'on ose le dire. Parce qu'il y a une espèce d'interdiction de dire que les Français ressentent, parce qu'il y a un discours médiatique très fort depuis un certain nombre d'années, que la maison était interdite. On l'appelle pavillon pour la stigmatiser et la ridiculiser. Et donc les gens osent à nouveau dire nous on est bien chez nous, etc. Donc les retours statistiques, c'est que les personnes qui vivent mal le confinement, c'est les gens petitement logés, concentrés, etc. Alors, Valérie Flicoteau, vous êtes assez d'accord avec ça justement sur le fait que les logements soient la taille des logements en fait est importante, a été de plus en plus importante dans cette période. Oui, tout à fait. Si vous voulez, je pense que la crise Covid a révélé en creux finalement que de nombreux logements étaient souvent trop petits, mal adaptés, peut-être aussi concentrés en métropole. Il y a beaucoup d'efforts qu'on peut consentir. On peut consentir d'habiter dans un petit logement avec éventuellement une cuisine très réduite si on peut profiter de la ville et de tous ses services. Mais à partir du moment où on ne peut plus y accéder, soit parce qu'on est confiné, soit parce que notamment beaucoup de restaurants sont fermés, finalement et je pense que
Il y aura beaucoup d'études aussi qui analyseront les phénomènes dans quelques années et qui révéleront je pense qu'il doit y avoir aussi, on le dit beaucoup, une recrudescence pas des maladies mentales, mais des dépressions et des gens qui vivent très très mal. Certainement parce que la maladie a un caractère très angoissant, mais aussi parce que ils vivent dans des logements qui sont pas adaptés et pas préparés à ce type de crise. En même temps, c'est un constat que les architectes font depuis vraiment longtemps, que les logements qu'on construit aujourd'hui manquent de qualité. Et donc, on appelle depuis très longtemps à un travail sur la qualité des logements et la qualité des constructions à tous les niveaux. Je pense que ce message est entendu de façon complètement différente aujourd'hui. Et la crise du logement donne un autre regard à ces demandes. François Riostec, sur cette qualité justement des logements et de l'endroit où on vit, qu'est-ce que vous pourriez ajouter justement? Ouais, moi, je suis pas aussi critique. Je pense que d'abord la disponibilité, enfin la taille moyenne des surfaces par habitant a doublé en 30 ans. Hein. On est passé alors de tête, hein, je vous cite ça de tête, on est passé de 20 mètres carrés par habitant à 40 et quelques mètres carrés dans les logements en France. Voilà. La moyenne des logements a également augmenté, de tous les logements, alors de façon différente selon les typologies. Et le problème, si vous voulez, c'est toujours la répartition entre la charge foncière et le bâti. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le bilan à l'envers. C'est-à-dire que on sait qu'il y a une capacité financière des ménages par typologie et on décompose le prix en fonction du prix du bâtiment et puis aussi du foncier, hein, de la charge foncière. Et plus la charge foncière augmente, plus, évidemment, on restreint le bâti, soit en qualité, mais on a des normes et des règles qui font que la qualité ne cesse d'augmenter très fortement. On construit des bouteilles thermos aujourd'hui, enfin, on a une qualité, on va sur le bas carbone, etc. Enfin, on a une amélioration technique énorme. Et donc, c'est sur la surface qu'on a le plus fait jouer ces questions. Voilà. Il faut savoir aussi que les densités n'influent pas sur le prix du foncier. Mais alors, malgré tout, dans ce contexte, en fait, on voit beaucoup de contradictions qui émergent. Volonté de plus d'espace, malgré tout. Rêve de maisons individuelles. On a des remises en cause de la densité, alors que la demande de logement et les attentes en service sont toujours plus grandes. Donc, comment est-ce qu'on peut composer avec tout ça? Voilà. Ben moi, je crois que, tout d'abord, on a ce mauvais ressenti collectif qui vient d'un dysfonctionnement depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire droit à une part de la demande des citoyens qui était d'avoir déjà du jardin il y a 20 ans. Et depuis une vingtaine d'années, on a restreint les capacités de ce tiers des ménages à se loger, et donc ils sont partis dans la campagne pour trouver un terrain, construire une maison sur un bout de terrain, au bout du tuyau, au bout du champ, au bout du chemin, etc. Et c'est ce qui a donné la dispersion. L'étalement, le sentiment d'étalement vient de cette dispersion. Et évidemment, ils se sont retrouvés dans des collectivités sans équipement public, sans rien, sans service, etc. Et donc, c'est ce mouvement des Gilets jaunes. Mais ça vient d'un dysfonctionnement. La solution, je pense qu'elle est clairement dans un partenariat, dans une concertation et je dirais, dans une contractualisation entre professionnels, collectivités, l'État également, de façon à faire des projets, des opérations d'aménagement, d'urbanisation, une programmation qui intègre l'ensemble des fonctions souhaitées par les habitants et les équipements publics. Et également, aujourd'hui, c'est la nouvelle demande que nous fait la loi et cette crise climatique, qui est l'intégration des fonctions écologiques des sols, qui sont la résilience climatique, la production agricole, etc. Et donc, on peut intégrer tout ça, on doit le faire, il n'y a pas d'autre solution pour notre société que d'intégrer cette synthèse de toutes ces fonctions.
Et on peut le faire. Alors c'est là où ma génération, on est très enthousiasmé par ce qui se passe actuellement, parce qu'on a des moyens que nous n'avions pas. On a des moyens techniques, on fait du bâtiment bas carbone, on fait des écomobilités électriques, on est dans du stockage de carbone. Moi, j'ai un projet de quartier où je stocke 1 tonne de CO2 par an et par ménage. Vous voyez, enfin, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc, on a des solutions, mais faut-il faire des projets et les programmer et les contractualiser. Voilà la solution que nous voyons, nous, et elle est enthousiasmante. Donc sur cette notion de projet justement, Valérie Flicoteau, quels sont les types de projets? Comment est-ce qu'on fait pour réfléchir, pour penser les projets, et de quel schéma de pensée est-ce qu'il faudrait sortir? Alors, nous effectivement, enfin, je pense qu'il faut aussi changer de logique et changer de regard sur l'aménagement du territoire globalement. Plutôt que d'encourager aujourd'hui la compétition entre les territoires, il faut plutôt travailler à essayer de tisser des liens nouveaux et de rechercher les complémentarités entre les territoires, entre les métropoles et les territoires agricoles immédiatement proches, entre les villes moyennes, plutôt que de se concurrencer, les villes moyennes ou petites, plutôt que de se concurrencer, pourraient aussi s'appuyer l'une sur l'autre. Et je pense que il y a un vrai travail commun à faire, régional, local, pour que les gens se parlent différemment. Plutôt que d'avoir 5 supermarchés dans un rayon de 30 km, 5 énormes grandes surfaces dans un rayon de 30 km, peut-être qu'on peut se dire qu'une suffit, mais par contre, il y a d'autres aménités à apporter sur les autres territoires. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Et la logique aussi de complémentarité entre une métropole dense et ces villes périmétriques, c'est aussi l'un des enseignements de la crise du Covid, c'est que demain, on le voit bien, on va travailler différemment. On est tous là, chacun derrière notre écran. Je pense que la crise a amené une vraie rupture sur les façons de travailler. Ce sera certainement pas tout le monde en télétravail ou retour au bureau pour tout le monde. Ce sera, il y a des choses qui vont évoluer, qu'on va réapprendre à faire. Et dans ce schéma-là va beaucoup impacter, à mon avis, les questions d'aménagement du territoire et les questions de relation des lieux du travail et des lieux de l'habitat. Certainement, on va travailler plus proche de chez soi. Du coup, on ne sera pas forcément obligé d'aller au bureau de la métropole qui est loin. Donc, on pourra peut-être travailler un peu plus loin dans une ville moyenne qui aura été réaménagée et repensée, et en même temps se rendre peut-être en espérant plus facilement en train pour aller assister à quelques réunions régulièrement. Ce sera pas forcément, on ne sera pas obligé de travailler uniquement chez soi, mais peut-être à côté de chez soi, à une distance accessible à pied ou en vélo, on pourra trouver un espace de travail partagé où on pourra déjeuner entre gens qui ne sont pas des collègues, mais qui sont des travailleurs à côté de chez soi. Je pense que il y a une porte ouverte gigantesque qui a provoqué le Covid et la question du télétravail. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et juste un tout petit point pour revenir sur ce que disait Monsieur Rieussec par rapport à la question de la taille des logements, même si je connais pas ces chiffres où vous dites que aujourd'hui les gens habitent dans plus de mètres carrés. Nous, on fait un peu le constat inverse. On fait un peu le constat que dans les logements collectifs, on a perdu en moyenne 9 mètres carrés par logement, ce qui correspond à peu près à une chambre ou une grande cuisine, alors que les normes d'accessibilité sont venues ramener de la contrainte par rapport à la taille de certaines pièces, les pièces d'eau, ce qui nous amène aujourd'hui à des typologies qui sont loin d'être satisfaisantes. Je rappelle quand même qu'une chambre de 9 mètres carrés, comme ça se construit couramment aujourd'hui, quand vous avez mis un lit, un bureau et un radiateur, que vous ouvrez la fenêtre, vous pouvez plus bouger.
Donc, il faut quand même faire aussi bien attention à cette question de taille. Et dernière chose par rapport à ces questions de taille aussi, aujourd'hui, entre les normes d'accessibilité et la taille des logements qui se réduit, il y a de moins en moins de cuisines fermées, voire quasiment plus de cuisines fermées. On construit des cuisines ouvertes en second jour, sans accès à la lumière. Ça aussi, ça pose beaucoup de questions et ça aussi, ça devra être réinterrogé. Voilà. Alors, Hélène Romano, vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir sans doute répondre aussi sur cette question de la taille des logements. On voit donc que François Rieussec et Valérie Flicoteaux ne sont pas d'accord. Et par ailleurs, quand vous nous avez rejoint, on est en train d'évoquer toutes ces contradictions et qui pouvaient exister en fait actuellement. Et notamment, on parlait aussi de la notion de faire les projets à partir des territoires, qui soient adaptés aux territoires. Donc voilà, est-ce que vous pourriez réagir peut-être sur ces 2 points ? Sur ces 2 points, d'abord le rééquilibrage du territoire. Il est clair que la crise sanitaire permet finalement de faire émerger et de mettre un peu en lumière des villes moyennes. Et ça, c'est ce que l'on a vraiment constaté chez nous. De façon très claire, les clients, les particuliers s'intéressent de plus en plus aux villes moyennes. Alors, ça ne veut pas dire le départ forcément des grandes métropoles. De toute façon, l'offre est tellement basse aujourd'hui parce que la construction se réduit de plus en plus. On a 14 ou 15% de moins de permis de construire en règle générale sur 2020 par rapport à 2019 et 2021, ça n'avance pas bien mieux. Donc, clairement, ce qu'on peut voir, c'est malgré tout un intérêt pour les grandes métropoles, mais surtout le développement de l'intérêt pour les villes moyennes. Et ça veut dire donc un type d'habitat très différent. Donc peut-être de nouveau la place à la maison individuelle ou au petit collectif ou au logement intermédiaire. Aussi du collectif d'une certaine hauteur dans les villes moyennes. Donc peut-être une diversité d'habitat qu'on avait un petit peu perdu. Donc peut-être plus de créativité dans les formes d'habitat, ça me paraît indispensable. Et ce qu'on note de façon très très claire, c'est une aspiration à la nature qui est de toute évidence et sur tous les territoires très très forte, de la mobilité douce aussi, différentes façons de circuler. Et aussi la prise en compte finalement de la dimension environnementale qui n'est plus un souci simplement des collectivités, mais qui est un souci de tous les clients particuliers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Sur la taille des logements, peut-être que cette crise sanitaire, par le biais du télétravail, par le fait que nous ayons été confinés, fait qu'on a regardé de façon plus attentive comment on vivait. Et ce n'est pas un hasard que tous les magasins de bricolage et de décoration profitent finalement de ce moment où on se recentre sur l'habitat, où effectivement on constate qu'au fil des années, on a perdu des mètres carrés. C'est la conséquence directe de l'envolée des prix du foncier. On a contracté la cellule, cet horrible mot qu'on pourrait dire le logement tout simplement, au profit quand même ces dernières années de surfaces partagées qui se sont multipliées dans les différentes résidences, chez nous en particulier, chez Nexity, et qui aujourd'hui vont peut-être être une forme de réponse. Donc des surfaces partagées qui sont finalement qui sont simplement une meilleure utilisation des ressources, de ne pas avoir peut-être des pièces qui ne sont destinées qu'à un seul usage. Et donc du coup, pour réconcilier un petit peu tout ça, on voit qu'on a évoqué ensemble lors de la préparation plusieurs solutions, et finalement, Valérie Flicoteaux, il semblerait que ces solutions, elles soient assez simples finalement pour proposer à la fois d'aménager, de densifier les métropoles, les villes moyennes et les zones rurales, tout en donnant malgré tout leur place aux impératifs écologiques. Pourquoi est-ce que ces solutions sont simples? Quelles sont-elles?
Si vous voulez, nous, on considère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces urbains qui sont délaissés, obsolètes, mal utilisés. Et donc, que finalement, la problématique du zéro artificialisation nette va obliger à se re-questionner sur ce foncier existant, à le recycler, à retravailler dessus. On évoquait la question tout à l'heure avec Monsieur Rieussec. Certainement, il serait souhaitable que l'État accompagne ce travail de recyclage de ces fonciers pour éviter des flambées des prix. Je pense aussi qu'il est important d'arrêter la politique du zoning et de se dire que la ville a besoin de mixité pour se construire. On voit bien que la ville ancienne et historique accueille en son sein plusieurs fonctions. On travaille, on circule, on habite, on se cultive dans la ville centre, et il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas de même dans tous ces fonciers périphériques qui doivent être ramenés à côté de la ville, qui doivent être ramenés aussi à une distance accessible, soit en transport en commun, soit en transport doux. Donc, je pense que les solutions, on les connaît, et que la crise climatique là et la crise Covid nous montrent aussi que les choses vont s'accélérer et qu'il faut que collectivement on se saisisse de toutes ces questions-là. Voilà. Alors, une des solutions qu'on entend régulièrement, c'est de construire finalement la ville, sur l'existant. Hélène Romano, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cette image de ville sur la ville? Alors, je rebondis sur les propos de la nécessité de recycler et de transformer. Il est clair que c'est déjà le premier travail, d'abord parce que c'est une façon de lutter contre l'artificialisation des sols, c'est travailler les zones qui méritent d'être transformées aujourd'hui, soit que ce soit des zones d'activité, des zones commerciales de périphérie et qui sont délaissées et qu'on peut rendre désirables quand on les transforme. Alors j'ai pris plus l'habitude de dire la ville dans la ville, parce que la notion de sur la ville, ça faisait un peu un empilement, et je me suis toujours dit que c'était un peu ce qui faisait peur finalement, et que construire la ville dans la ville me paraissait peut-être peut-être plus imagé, c'est-à-dire qu'on transforme ce qui existe déjà, et on peut le surélever évidemment, mais au moins on travaille déjà ce qui existe et ce qui doit être transformé. C'est très clair que ça, c'est un axe important. En fait, il faut pas avoir peur je pense, de la construction, et on a un travail à faire, qu'on soit architecte, qu'on soit aménageur ou qu'on soit promoteur, de dialogue constant et permanent, à la fois avec les collectivités et les particuliers, les occupants, pour expliquer que la densité, c'est pas un gros mot, si c'est maîtrisé, si c'est rendu désirable, c'est pas du tout. C'est une des solutions à l'artificialisation des sols, au problème de réchauffement climatique, qu'on peut aujourd'hui construire. Simplement, il s'agit de construire utile. Construire, c'est une nécessité parce que les besoins sont là, les besoins existent, on le voit bien aujourd'hui. Il s'agit simplement de construire différemment. Et c'est ce différemment qu'on est en train de construire en construisant la ville bas carbone, ce que nous sommes en train de faire. Nexity fera le premier quartier zéro carbone à la porte de Montreuil. C'est parce qu'on fait tous collectivement, aménageurs, architectes et promoteurs, ce chemin, qu'on pourra réhabiliter la construction et la construction neuve et la transformation des immeubles de bureaux ou des surfaces commerciales devenues obsolètes. Et alors pour vous, François Rieussec, en tant qu'aménageur, quelles sont justement les solutions que vous pouvez apporter? Et par ailleurs, il me semble que vous n'êtes pas forcément d'accord justement avec cette transformation des bureaux en logements, ou en tout cas pas partout. Non, moi je pense qu'il faut loger 100% des citoyens, et comme ils le souhaitent, le plus selon leurs moyens.
il y a un tiers des ménages composés de 3 personnes et plus, et les familles avec enfants, ils ont des besoins différents des ménages, des 2 tiers des ménages français qui sont composés d'1 et 2 personnes. Et les ménages de 1 et 2 personnes se logent bien dans le collectif, et nos confrères promoteurs le font bien. Et les ménages avec 3 personnes ont une demande qui correspond à une étape de la vie, le plus souvent avec jardin, maison, et ils ont besoin de cela. Et la question, c'est d'arriver à mutualiser les deux, à respecter ces besoins avec les moyens de production qui sont différents selon qu'on fait du collectif en promotion ou de l'individuel. Et il faut arriver donc à contractualiser avec les élus, avec une planification qui tienne compte de ces différents besoins et intégrer les fonctions du sol, c'est-à-dire à faire des quartiers qui auront des plantations, de l'agriculture urbaine, qui compense le fait d'utiliser du sol agricole, on le sait, on va continuer d'utiliser du foncier par extension. Par ailleurs, on recycle la ville et c'est tant mieux, on le fait depuis longtemps. Sur la plupart de nos opérations, nous avons des fouilles archéologiques qui découvrent que sous le champ, il y avait l'utilisation de l'établissement humain qui a parfois plusieurs centaines ou milliers d'années. Donc l'idée qu'il y a de la nature et qu'il y a une dichotomie entre la nature d'un côté et l'urbain de l'autre est une idée fausse. Il faut mettre de la nature en ville et les Français ont ce besoin. Et donc, nous sommes tout à fait opposés à cette espèce de vision négative des projets. Voilà. Il faut rendre positifs et désirables les projets, les différencier sur les besoins. Et donc, nos opérations, elles intègrent désormais ces fonctions de nature, les fonctions du sol, telles qu'elles ont été définies par la Commission européenne, de façon à répondre aux besoins climatiques, énergétiques, bas carbone, et puis aux différentes typologies qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans un centre-ville, une première ou une deuxième couronne ou une petite ville moyenne. Et je ne comprends pas cette espèce de guerre civile qu'on tendrait à organiser entre d'un côté ceux qui veulent de la ville et de l'autre côté ceux qui en veulent moins. Et, les deux ont le droit de vivre calmement en paix et ne pas appauvrir la nation par des conflits et des dysfonctionnements. Parce qu'une fois encore, je pense que les gilets jaunes, c'est du dysfonctionnement. Et ce projet de loi tel qu'il vient aujourd'hui, nous, on l'a découvert très récemment alors qu'on a été consulté, on a découvert une extrême violence. Et il va y avoir un impact foncier, un impact de crise immobilière très violente. Très, très violente. Et alors peut-être aussi ce qui a révélé en fait davantage ces problématiques là, ce que vous évoquez, c'est peut-être la percée des maires et des idées écologistes justement aux dernières élections municipales. Qu'est-ce que ça révèle justement pour le monde de la construction? Moi, je pense que très objectivement, si vous voulez, cette prise de conscience, elle est positive, elle vient affirmer le désir des citoyens d'avoir une proximité de la nature. C'est un désir ancien, on ne découvre pas aujourd'hui. On découvre qu'on a le droit de le dire, une fois encore. Parce que ça fait 20 ans qu'on avait un discours univoque qui était la ville, la ville, la ville et la densité. Et on se rend compte que finalement, ceux qui l'ont mal vécu, c'est ceux qui y habitent. Voilà. Et on revient quand même avec ce discours, avec un projet de loi qui nous surprend par sa violence et par le côté univoque, à nouveau. Et je pense qu'il faut rétablir de la communication, rétablir de la contractualisation avec les différentes typologies de territoire. Voilà. Et Flicoteaux, vous, qu'est-ce que ça change selon vous, cette percée des maires écologistes, et notamment dans des grandes villes, dans des métropoles? Alors, moi, je n'aurais peut-être pas exactement la même analyse. Moi, je pense aussi que depuis pas mal de temps, finalement, la place du citoyen est un peu oubliée ou pas bien pris en compte dans toutes ces problématiques d'aménagement urbain et d'aménagement du territoire, et que finalement, dans la promesse écologique, il y a aussi une promesse de concertation, d'écoute citoyenne, et je pense que il y a aussi ça dans la percée des maires écologiques. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que
si vous voulez, c'est un peu ce que disait Monsieur Rieussec tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de faire du projet urbain autrement. On a besoin d'être plus à l'écoute. On a besoin plus à l'écoute des uns et des autres aussi entre professionnels, à l'écoute des besoins des citoyens. Je viens d'en parler. Et on a besoin aussi d'une meilleure qualité d'études pour pouvoir se positionner ensemble et partager ensemble le projet d'aménagement du territoire qui est posé. Pour que aussi ce projet puisse perdurer à l'alternance politique, puisse s'exprimer sur le temps long, parce qu'on sait que le temps de l'urbanisme, c'est pas le temps d'une alternance politique tous les 5 ans. Et j'ai un peu envie de donner en exemple sur ce sujet-là la ville de Rennes, qui depuis plus de 30 ans a formulé un projet urbain très novateur, qui a été partagé très largement et avec la majorité politique, mais aussi son opposition et les citoyens, qui finalement est revu, retravaillé, réajusté au gré des alternances politiques, mais jamais remise en cause dans son fondement, et donc qui permet aussi à chacun de se positionner et de savoir où on va. Et ça, c'est important aussi par rapport au jeu d'acteurs, que les professionnels savent aussi sur ce territoire-là quelle est l'envie partagée des élus et des citoyens, comment il faut entrer. Monsieur Rieussec disait à juste titre que tout le monde n'habite pas de la même façon, et je dirais même plus, tout le monde n'habite pas de la même façon et tout le monde n'a pas besoin des mêmes besoins d'habitat en fonction aussi du stade de sa vie. Vous parliez des familles, Monsieur Rieussec, mais les enfants en bas âge ont vocation à grandir, et on se rencontre, c'est la réunion de 2 célibataires qui font une famille. Cette famille, après 20 ans après, a peut-être d'autres besoins. Les gens vieillissent et ont aussi peut-être moins besoin de surface, besoin de logements plus petits. Avec des accès extérieurs aussi qui sont plus petits. Donc la ville, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui a besoin de s'adapter, qui a besoin de se transformer, et tout ça doit se faire, à mon avis, dans la concertation. Et alors, on parle de projets sur du temps long, d'accord, mais malgré tout, avec cette urgence écologique, est-ce que tout ça ne contraint pas le secteur à finalement aller plus vite et plus loin dans la transformation, Hélène Romano? Clairement, je pense que la prise de conscience j'insiste sur la pénurie de logements et sur la difficulté de construire, qui a, que ce soit tout type de produits, de maisons, de logements sociaux aussi. Cette pénurie, elle est capitale. Et je pense que autant c'était salutaire, peut-être que cette percée des questions environnementales était salutaire et nous pousse peut-être à mieux travailler ensemble, à dialoguer, à faire que cette ville, finalement, elle soit de plus en plus mixte. Quand j'entendais tout à l'heure parler d'agriculture urbaine, c'est la nature en ville, mais c'est aussi l'agriculture urbaine. C'est retrouver, ce sont que les cités-jardins d'autrefois, finalement, qu'on remet au goût du jour parce qu'on avait oublié que c'était nécessaire. Donc je pense que ça, ce sont des chemins vertueux, très clairement, et de rendre finalement cette mixité et aussi cette inclusivité, c'est-à-dire rien n'exclure rien dans la ville. Je pense que c'est une priorité. Rien n'exclure, c'est de retrouver dans une ville, outre toutes les fonctions, mais aussi toutes les catégories sociales, celles qui ont été, par exemple, aux premières loges lors de la crise sanitaire, qu'il ne faut pas oublier, et qui, par exemple, lorsque on construit moins de logements sociaux ou qu'on fait un frein à la construction, ce sont aussi ces habitants-là que l'on met en difficulté. Donc c'est vraiment, je pense, la question environnementale, elle peut s'apprécier à travers simplement bas carbone ou pas, mais elle s'apprécie aussi par la notion de mixité, par la notion d'inclusivité et d'abordabilité pour tout type de clients, parce que les besoins des personnes sont différents et des individus sont différents à différents stades de leur vie.
parle de s'adapter aussi finalement effectivement la vie des gens avec peut-être une meilleure écoute. Au final, avant de prendre peut-être s'il y a des questions sur le chat, pour terminer, qu'est-ce que chacune de vos professions peut attendre des autres, des élus locaux? Comment améliorer la collaboration finalement en faveur de ce logement et de cette ville durable? Et comment mieux intégrer la concertation et justement l'évolution de la vie des personnes qui habitent dans les logements et les quartiers? Peut-être Valérie Flicoteau pour commencer. Moi, j'ai un peu envie de vous répondre, c'est l'intelligence. Et c'est par la qualité du projet, la qualité du dialogue aussi qu'on saura installer ensemble, du respect et de la connaissance du travail des uns et des autres. On parlait tout à l'heure avec Monsieur Riosec en introduction d'aujourd'hui, je pense que les règlements d'urbanisme ne sont pas porteurs de qualité. Ils ne reflètent pas toute cette complexité dont on a besoin. Je suis complètement d'accord avec vous sur cette question de la complexité et puis de l'accueil, de l'accueil de toutes les populations et de tout le monde dans ces villes. Et ça doit vraiment se faire d'un côté la qualité du dialogue et de l'entente entre chacun et aussi du coup ça doit être aussi porté par des études qui sont de meilleure qualité, parce que on voit aussi que finalement il y a un tel phénomène de levier. 1 euro investi dans une étude, il permet soit d'économiser beaucoup d'argent parce qu'on construit mieux, soit de dépenser mieux l'argent là où il le faut, parce que effectivement on fait des programmes qui sont plus adaptés, parce que on fait plus attention aux gens qui sont là, parce que on se donne les moyens d'écouter, parce que organiser la concertation, c'est aussi se donner les moyens d'écouter. Et donc, je pense que cette qualité des études et cette qualité des approches amont sont essentielles. Et c'est l'avenir. S'il faut remettre absolument de l'intelligence dans les documents d'urbanisme et la fabrication des éléments d'urbanisme. De l'intelligence dans le travail, dans le travail finalement ensemble. François Riosec, vous en appelez aussi finalement à un travail un petit peu moins décloisonné. Oui, moins cloisonné, oui, mais je dirais surtout entre les différentes sphères publiques, privées, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, où on a des réglementations qui viennent de la défiance, du contrôle, de tous ces a priori très négatifs. Et je pense qu'il faut, alors qu'on est un pays de gens honnêtes, il faut qu'on arrive à travailler beaucoup plus en amont de projets de façon positive. Et mettre de l'intelligence, ça veut dire qu'on travaille ensemble par rapport à des projets plutôt qu'à des restrictions, des empêchements, etc. Je pense que c'est vraiment cette approche de confiance, de territorialisation. Ça veut dire que les élus locaux ont du pouvoir, pourront adapter les réglementations à leur contexte. Et vous voyez, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on est parti à nouveau sur des préfets qui dictent, qui empêchent, qui contrôlent, etc. Et c'est tous ces empêchements qui ont créé des dysfonctionnements, une fois encore, alors que je pense qu'on a des citoyens responsables et qui seront associés aussi bien comme utilisateurs, et c'est le côté positif de cette crise, c'est qu'elle remet l'utilisateur sur le devant de la scène, hein. Et donc, nous, professionnels, on est forcément à l'écoute de nos utilisateurs et des élus, mais il faut encore qu'on arrive à contractualiser et non pas à passer par des étapes successives où on doit lever en X années, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour faire un projet parfois. Et donc, c'est ça qui est aussi facteur d'inflation financière, c'est tous ces délais mis bout à bout qui empêchent de faire. Et donc, Hélène Romano, quel état d'esprit est-ce qu'il faut adopter pour justement mieux travailler ensemble? Je crois que tout a été dit. Je retiendrai des propos de Madame Fricoteau le mot intelligence. Moi, je dirais intelligence collective.
C'est vraiment la clé du succès, à mon sens. J'y ajouterais la notion de responsabilité. Je dirais tous les acteurs de la chaîne de l'acte de construire sont tous essentiels, et quand ils se sentent responsables, y compris l'élu finalement dans les choix qu'il fait pour sa ville, et quand il est capable de faire un pas de côté ou prendre un petit peu de hauteur, si on arrive à se faire un peu plus confiance, parce qu'on est tous dans une chaîne et chacun responsable du bout de la chaîne pour faire ville en fait, pour faire une vie ensemble. Je trouve que ce sont des chemins qui sont à poursuivre, qui sont à poursuivre et qui sont, à mon avis, peut-être une façon de réconcilier les habitants avec la construction, qui finalement, et c'est à regret, reste toujours quand même assez attaqué. Voilà. Donc s'il y a un chemin, il y avait le mot de confiance dans les propos de M. Reusec tout à l'heure, je pense que c'est vraiment utile de réintroduire cette notion de confiance à l'intérieur de l'ensemble des acteurs de la chaîne de construire. Et oui, le facteur temps est un facteur capital, et on n'explique pas suffisamment. Je crois qu'il faut faire vraiment preuve de pédagogie à l'égard des élus, à l'égard de toute la chaîne de construction, et des riverains et des habitants et ceux qui vivent dans la ville ou à la campagne, peu importe, mais qu'ils comprennent que finalement, on construit parce que c'est utile de construire. On arrive C'est nécessaire. de cette conférence. A priori, on n'a pas forcément de questions sur le chat, mais je vais quand même vous lire une ou deux réactions qu'on a reçues. Donc, nous avons François Pellegrin qui nous dit « Les solutions sont simples car elles reposent sur le bon sens élémentaire. L'étalement urbain et les centres commerciaux voulus par tous à une certaine époque ont tué les centres-villes et appauvri les ménages dans des lotissements loin des commerces. » Et nous avons une autre réaction de Florian Gollet qui nous dit, à propos du caractère univoque de la loi climat et résilience, l'enjeu de la lutte contre l'artificialisation des sols émane de la Convention citoyenne. C'est donc une remontée de la base, pas seulement une vision d'en haut. Voilà, c'était pour partager avec vous, du coup, avec quelques réactions qu'on a pu avoir sur le chat. Merci. Donc, vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout, même si vous vous rejoignez quand même finalement sur pas mal d'éléments. On voit que des solutions existent finalement pour que le logement puisse concourir à ces objectifs de développement durable, tout en ayant bien en tête ces objectifs de sobriété foncière, ce qui permettrait de réconcilier justement les impératifs de densité et de sobriété. Ce n'est pas incompatible. C'est peut-être ça qu'il faudrait retenir, je pense, de cet échange. Il faut aussi intégrer une meilleure écoute des habitants, adapter les projets au territoire et y intégrer davantage de mixité, que ce soit fonctionnelle ou sociale. Bien, écoutez, merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à cet échange et d'avoir partagé vos points de vue. Merci aussi à vous, derrière vos écrans, pour votre attention. Restez encore quelques minutes, car pour conclure, donc Pauline Polgar, directrice des rédactions de Bâti Actu Group, a quelques mots à vous adresser. Pauline. Oui. Merci beaucoup, merci Jessica, merci chers intervenants. Je vais vous demander de couper vos micros. Voilà, j'ai juste vraiment 2-3 mots seulement pour vous dire déjà un grand merci à tous nos intervenants de cette journée. Merci encore Jessica pour cette conférence qui conclut notre journée. La 3e édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine s'achève. Donc voilà, nous sommes là ensemble depuis ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi sous ce format 100% numérique. Vous étiez très nombreux, c'était une première pour beaucoup, c'était une première pour nous tous. Et malgré les circonstances, les éventuelles difficultés à l'aide technique que cela peut engendrer, et il y en a eu, vous l'avez vu, nous les avons vus, nous avons fait de notre mieux, des micros ouverts qui intempestifs, des présentations qui finalement ne marchaient pas, mais depuis les ordinateurs de nos orateurs, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais je le sais que vous avez été très attentif quand même un coucher de soleil qui est venu illuminer les regards de Jessica. Donc voilà, vous le savez, ce sont les aléas du direct, du 100% numérique. Mais pour autant, voilà, on voulait maintenir cette journée malgré tout, car comme vous le savez, ces sujets sont capitaux, d'autant plus dans le contexte que nous traversons. Et il est important que nous maintenions ce lien indispensable entre tous les acteurs du cadre de vie.
Je tiens bien sûr à remercier l'ensemble des intervenants de la journée, je vous le disais, nos partenaires et exposants de leur soutien, et tout particulièrement quand même l'équipe des Assises et l'ensemble des personnes qui ont travaillé à la réussite de cette journée et permis que cette édition si particulière puisse se dérouler. Il m'est impossible de tous les citer, vous en doutez, mais ils se reconnaîtront. Notez que vous pouvez dès à présent retrouver l'ensemble des contenus de la journée. Continuez à converser via notre plateforme, via la messagerie, et ce, en exclusivité pendant un mois. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine édition au printemps 2022. On y croit, en vrai. En tout cas, on l'espère tous. Une édition que nous préparerons tout aussi riche. Et d'ici là, portez-vous bien et merci à tous. À très bientôt. Au revoir.